Bonjour et bienvenue à la présentation du nouveau score CreditSafe. Évolution ou révolution, c'est ce que vous allez découvrir dans un instant. Aujourd'hui, CreditSafe vous présente ses nouvelles cartes de score. Alors, pour animer cette conférence, vous permettre de comprendre pourquoi et comment CreditSafe fait évoluer son score, Damien Barthélémy, directeur général de CreditSafe France, introduira le sujet et expliquera la position du groupe. Tandis que Rodolphe et Vincent répondront donc au comment de la question, quelles sont les technologies qui ont été utilisées, les données et la méthodologie appliquée. Alors, une attention particulière sera portée sur l'usage en dernière partie de cette conférence, où on regardera quels sont les bénéfices et également nous verrons les outils qui ont été déployés par CreditSafe pour justement accompagner ce changement. Donc, avant de donner la parole à Damien, Rodolphe et Vincent, je vous laisse vous présenter. Merci Diane. Rodolphe Denain, je suis directeur informatique de CreditSafe France et Belgique depuis plus de 7 ans. J'ai hérité de la chefferie de projet du nouveau score chez CreditSafe, donc j'ai l'honneur et la fierté aujourd'hui de vous présenter nos résultats. Vincent ? Bonjour à toutes et à tous, Vincent Abdouchakourou, spécialiste des données de score au sein de l'équipe data de CreditSafe. Donc après effectivement un an passé auprès des utilisateurs sur les sujets de score, je suis depuis 1 an et demi dans l'équipe data, donc spécialisée sur les données relatives au score. Merci Vincent. Alors cette conférence est enregistrée, vous aurez accès au replay depuis le site CreditSafe. Également, il vous sera adressé la présentation et le replay dans un mail de remerciement. Alors, justement, donc Damien, en introduction, est-ce que tu peux nous donner les raisons qui ont amené CreditSafe à vouloir donc changer et faire évoluer son score et surtout à quel moment CreditSafe a pris cette décision? Oui, merci Diane. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Donc, faut savoir qu'on a eu un premier score à notre lancement en France en 2006. On a changé complètement les cartes de score en 2013. Et là, c'était vraiment le moment de changer ces cartes de score. On aurait dû le faire l'an passé. C'est-à-dire, on aurait dû le faire plus tôt, il y a quelques mois. On a suspendu cette décision au moment où vraiment on traversait tout le début de la crise du Covid. On a préféré ne pas toucher. On s'est d'ailleurs engagé à le faire auprès de la FIGEC. Et d'ailleurs, c'est une décision qu'on a prise dans l'ensemble des pays du groupe, à ne pas changer les cartes de score au moment vraiment au début de la crise. Voilà, donc on avait déjà fait évoluer nos différentes cartes, évidemment, récemment. On avait certaines de ces cartes en intégrant cette notion de bilan confidentiel, etc. Donc, il y avait déjà eu des évolutions. On a aussi des cartes qui sont amenées à évoluer, entre guillemets, à s'adapter elles-mêmes sur un certain nombre de sujets liés à l'évolution des codes, des défaillances par code d'activité, etc. On avait déjà, évidemment, ce genre de choses, mais là, c'est une refonte complète de nos différentes cartes de score qu'on réalise pour ces raisons locales et aussi pour des raisons internationales, puisqu'on harmonise davantage l'approche et la lecture des différents scores internationaux. Il y avait déjà une certaine homogénéité, on essaie de le rendre encore plus facile à lire au niveau international, de façon à ce que quand vous avez l'habitude d'un score, vous puissiez switcher d'un pays à un autre sans que ce soit compliqué. Et enfin, il y a aussi des raisons liées évidemment aux outils, à la technologie qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui est différente de celle qu'on pouvait utiliser il y a 7 ans, qui était déjà différente de celle qu'on avait utilisée en 2006. Et il y a aussi le fait qu'on puisse vraiment vous faire bénéficier d'un ensemble de données qu'on est allé construire, rechercher, stocker, etc. depuis toutes ces années, sur lesquelles on a pu mener des analyses, déjà historiser, mener des analyses de sorte à ce que ces données puissent intégrer les cartes de score et principalement l'ensemble des données de comportement de paiement qui n'étaient soit pas présentes dans les cartes de score, soit l'étaient sous forme de contours. Et compte tenu des investissements assez colossaux qu'on a réalisés sur ces différents sets de données, que ce soit en matière sur les privilèges, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les investissements supplémentaires, je parle bien des investissements supplémentaires qu'on a réalisés en cumulé sur juste la donnée privilège depuis 2013, par rapport à ce qu'on avait déjà. À l'époque, on était, en ligne avec les meilleurs du marché, sont de l'ordre de 4 millions d'euros. Voilà, en cumulé, donc c'est assez colossal. Il fallait vraiment qu'on puisse intégrer cette donnée dans nos différentes cartes de score. Voilà. Ensuite, sur les contentieux qu'on a explorés, on va dire qu'on a stocké depuis 2015 et qu'on a issus des tribunaux de commerce et sur lesquels on travaille depuis longtemps, là, on a vraiment suffisamment de données
pour pouvoir rétroactivement identifier quel était l'impact sur les défaillances. Voilà. Donc, c'est pour l'ensemble de ces données qu'on a vraiment décidé que c'était le moment venu de refaire nos cartes de score. Rodolphe rentrera plus dans le détail avec Vincent, sachant qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, évidemment. On n'a pas intégré les éléments directs liés à la crise du Covid en soi. Ça, c'est un élément complémentaire dont vous avez la lecture à travers notre matrice d'exposition et notre indicateur Covid. Mais tout ça, on va vous expliquer plus dans le détail. Je te repasse donc la parole, Diane. Merci. Merci, Damien. Alors, rentrons maintenant effectivement dans le vif du sujet. En quoi, Rodolphe, je vais m'adresser directement à toi, en quoi les évolutions du marché, en fait, le marché sur lequel nous évoluons, à savoir la technologie, la data, les données, en fait, l'intelligence artificielle sont considérées comme majeures et comment on les a utilisées dans l'évolution du nouveau score? Alors, effectivement, comme l'a précisé Damien en préambule, il y a effectivement, au-delà du changement économique qui s'opère, du changement de la société, en 2020, il y a aussi des aspects de changement de technologie, l'avènement de l'open data, qui aujourd'hui met à notre disposition un nombre plus conséquent de variables éligible à notre moteur de score et qui permet justement, dans le cas où on a affaire à des sociétés qui sont discrètes sur le marché, qui ne publient pas de bilan financier, de permettre justement d'avoir des données complémentaires pour mieux analyser et affiner ce moteur de score. Bien sûr, au-delà de l'avènement de l'open data, il y a aussi forcément l'avènement de l'intelligence artificielle qui permet justement d'extraire de ces nouvelles données de la qualité. À titre d'exemple, aujourd'hui, on est capable, grâce à l'open data couplé à l'intelligence artificielle, si vous voulez, d'identifier de plus en plus de liens d'affiliation, de parts d'actionnariat, de bénéficiaires effectifs, et ces variables-là entrent bien sûr dans notre nouveau moteur de score. On a aussi des technologies basées sur des réseaux de neurones qui, eux aussi, vont être capables de nous indiquer si telle variable est prépondérante par rapport à une autre dans un contexte prédéfini et effectivement augmenter aujourd'hui notre prédictivité de scoring. Donc l'avènement de ces nouvelles technologies en harmonie avec aussi un tournant au niveau de l'économie fait qu'effectivement on pense que c'est vraiment le très très bon moment pour lancer un nouveau score. D'accord. Donc effectivement, CreditSafe exploite tout ça. D'ailleurs, CreditSafe anime depuis le mois de mars une série de visioconférences qui permettent de faire régulièrement le point sur la situation. Au travers de son baromètre qui est publié tous les trimestres, CreditSafe suit la défaillance, les délais, retards de paiement, l'évolution donc de certains indicateurs, on l'expliquera tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle en moyenne de 52 000 défaillances par an. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Rodolphe, sur la situation là aujourd'hui ? Alors tout à fait, on vous a exposé un graphique à l'écran qui vous met bien en évidence, en tout cas sur les lignes, l'évolution des défaillances sur ces 3 dernières années en France. On a mis en parallèle au niveau des barres verticales les créations, donc un code couleur par année, bleu 2018, orange 2019 et vert 2020. Donc effectivement, on est sur une moyenne de 50 000 défaillances. Là, ici, sur ce graphique-là, on a choisi effectivement de s'aligner stricto sensu sur la défaillance définie en tant que redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Et effectivement, écoutez, on voit très bien nettement sur ce graphique-là la variation de la courbe verte, bien en dessous des années précédentes, avec notamment le pic. On voit très bien le premier confinement lié à cette période exceptionnelle. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est avec les aides de l'État, le contexte que vous connaissez tous aujourd'hui, on est à peu près 30 000 défaillances, et je reprécise le périmètre liquidation et redressement judiciaire stricto sensus, bien en dessous de la normale. Alors, bon, tout ça pour souligner qu'effectivement, nous sommes dans une situation exceptionnelle, et comme l'a dit Damien, d'un point de vue statistique, n'oubliez pas qu'un score de prédiction de défaillance est avant tout un exercice statistique. Et donc, d'un point de vue statistique, on ne s'appuie jamais sur des périodes exceptionnelles pour construire un score. C'est bien évidemment ce que nous avons fait. Par contre, effectivement, une société sérieuse sur le marché comme CreditSafe se doit aussi de vous apporter des indicateurs complémentaires pour vous donner une meilleure visibilité par rapport au contexte actuel. C'est ce qu'on a fait. On y reviendra à la fin de cet exposé. D'accord. Merci, Rodolphe.
Alors, effectivement, donc dans l'utilisation d'un score, les entreprises cherchent de la précision, elles veulent visualiser des classes de risque, des profils d'entreprise. Quels sont, alors Vincent, je vais peut-être me tourner vers toi et te poser la première question. Quelles sont les différentes cartes de score qui composent justement ce nouveau score? Oui, alors effectivement, le nouveau modèle de prédiction se divise aujourd'hui en 7 cartes de score. Alors pourquoi diviser un modèle de prédiction en plusieurs cartes de score? Je vais commencer par une définition. La carte de score, c'est la lentille à travers laquelle le modèle de prédiction va analyser les données d'une entreprise. Donc l'intérêt d'avoir plusieurs cartes de score, c'est d'avoir plusieurs regards possibles qui soient à chaque fois adaptés aux spécificités des différentes catégories d'entreprises. Alors nous avons 7 cartes de score, pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, du fait que plus l'on va diviser la population des entreprises françaises en sous-populations, plus ces sous-populations seront réduites et donc plus il sera difficile de tirer des conclusions statistiques de ces populations. Donc la segmentation optimale aujourd'hui des entreprises françaises est donc pour 7, se fait en 7 sous-populations. Le principe directeur de la séparation entre ces entreprises tient à l'obligation de déclaration des comptes. Donc nous avons d'un côté 5 cartes de score qui sont consacrées aux entreprises avec obligation de déclaration des comptes. Donc ce sont les cartes que l'on voit avec des étiquettes jaunes sur le graphique à l'écran. Lorsque l'entreprise dispose de comptes qui peuvent être étudiés, celles-ci sont séparées par taille. Donc on voit effectivement 3 cartes de score, micro-entreprises, petites entreprises, moyennes et grandes entreprises, avec des critères de taille qui se rapprochent des définitions de taille d'entreprise de l'INSEE. Pour ces entreprises avec obligation de déclaration des comptes, lorsque les comptes sont absents, celles-ci sont séparées par leur âge. Donc nous voyons sur la gauche du graphique les anciennes entreprises, donc de plus de 24 mois, et les nouvelles entreprises de moins de 24 mois. De l'autre, je dirais à l'extrême opposé de ce graphique, nous avons donc 2 cartes de score, pour avoir notre total de 7 cartes de score, 2 cartes de score consacrées aux entreprises sans obligation de déclaration des comptes, où ici la séparation entre ces entreprises se fera par la forme juridique. Donc nous aurons une carte de score plutôt consacrée aux entrepreneurs individuels, affaires personnelles, artisans, commerçants, etc. Et une carte de score plutôt consacrée aux associations, sociétés civiles, catégorie dans laquelle on retrouve également les SCI et les SCP. Alors, la segmentation aujourd'hui, la pertinence de la segmentation a été, mesurée. Nous avons un indicateur répandu en statistique, le coefficient de Gini que nous utilisons. Je crois par ailleurs que Rodolphe, avant de passer en tout cas au coefficient de Gini, je crois que Rodolphe a un mot sur, le fait que les bilans sont utilisés dans la segmentation des entreprises. Tout à fait, Vincent. Il est effectivement intéressant de souligner ce découpage à partir du moment où les sociétés publient des bilans. On peut rappeler ici que CreditSafe fait partie des entreprises qui sont éligibles à recevoir les bilans confidentiels et semi-confidentiels suite aux dernières lois Macron, et que par conséquent, aujourd'hui, une société comme CreditSafe possède en base sur une temporalité annuelle entre 1 400 000 et 1 500 000 bilans. Donc se passer d'un tel carburant pour son moteur de score, ça serait vraiment dommage. Et puis ça explique aussi un petit peu cette segmentation, tout simplement. Merci Rodolphe. Alors vous l'avez évoqué, hein. Qu'est-ce que le coefficient de Gini et comment CreditSafe l'a-t-il utilisé en fait? Alors pour valider effectivement toutes nos cartes de score, j'avais un retour, excuse-moi. Oui. Pour valider toutes nos cartes de score, par segment, l'indicateur du marché et l'indicateur utilisé en statistique est le coefficient de Gini. Donc toutes nos cartes de score sont soumises à ce coefficient. Et effectivement, comme vous pouvez le voir ici sur le modèle des entreprises de taille moyenne à grandes entreprises, notre coefficient de Gini atteint plus de 71%. Il est ici sur la courbe dessinée en orange. Et par rapport à l'ancien qui est ici en gris, on voit nettement qu'on voit
un gain de performance. Donc pour les novices qui voudront en savoir plus sur le coefficient de Gini, on peut le vulgariser de la sorte. Plus il tend vers 0, plus ce qu'on cherche à prédire, à déterminer est uniforme en fonction des tranches de score. Donc si on tendait vers 0, ça voudrait dire qu'il y a que les sociétés comprises dans notre score entre 0 et 10 ont autant de chances de partir en défaillance que celles qui sont entre 80 et 90. Donc là, effectivement, plus on tend vers les 100%, plus on a une meilleure distribution, plus on a une meilleure précision du score et par conséquent, une discrimination poussée pour la prédiction de défaillance. Merci Rodolphe. Donc, alors, voyons maintenant quels sont les avantages de ces nouvelles cartes de score. Je vais donc m'adresser, je pense, à Rodolphe. Je suis volontaire, il n'y a pas de souci. Alors, bien évidemment, avant de rentrer effectivement dans le détail, c'est Vincent qui s'y attachera pour détailler les nouveaux points forts parmi tant d'autres de nos cartes de score. Les premiers avantages, d'une façon générale, c'est comme tu viens de dire, Diane, suite à nos validations avec le coefficient de Gini, il y a un niveau de prédictibilité beaucoup plus élevé. Ce dont on a aussi parlé donc en préambule, c'est une quantité de nouvelles informations qui viennent nourrir ce score grâce au monde de l'open data, de l'intelligence artificielle, mais aussi grâce aux données sur lesquelles on continue d'investir, comme notamment les actions en justice, sur lesquelles on a investi depuis plus de 2 ans, je pense, et qui maintenant font partie intégrante de notre nouveau score parce qu'elles ont vraiment une qualité prédictive que aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Enfin, en tout cas, une société sérieuse sur la prédiction de défaillance des entreprises ne peut pas s'en passer. On va vous le démontrer après. Et donc, effectivement, ce cumul de nouvelles données va nous permettre de mieux aussi noter les entreprises sur lesquelles par le passé on était plus embêté à les noter parce qu'il y avait un manque de données qualitatives sur ces données-là. Notamment, on peut prendre par exemple les données liées aux sanctions des DGCCRF sur lesquelles, encore une fois, Vincent reviendra dans quelques minutes. Donc, ces 3 axes avec ce gain de prédictibilité, ces nouvelles données, cette qualité supplémentaire pour qualifier des entreprises qui sont peu verbeuses, on va dire, sur le marché financier, contribue tout simplement à encore mieux sécuriser le poste client de tous nos 12 000 clients en France et de nos plus 120 000 clients à travers le monde, puisqu'effectivement, comme il faut aussi le rappeler, nous sommes une société internationale et notre score se lie aussi à l'international pour pouvoir comparer une société française à une société américaine, japonaise, allemande, etc. etc. Merci Rodolphe. Alors on vient de comprendre effectivement le pourquoi et le comment. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, l'analyse des variables, justement, avec Vincent. Vincent, donc l'analyse, si on doit analyser la défaillance, aujourd'hui, on voit qu'il y a différentes phases, comme le graphique le présente, qui correspondent à des signaux. Justement, il est important que les entreprises aient des signaux pour justement anticiper les risques. Peux-tu nous présenter ce graphique et nous dire quel est l'élément déclencheur au fond ? Oui, merci Diane. Alors effectivement, le graphique que l'on voit à l'écran permet d'avoir une représentation visuelle de plusieurs des signaux qui interviennent dans la prédiction de la défaillance. Alors plus l'on va de la gauche vers la droite du graphique, plus on se rapproche de la défaillance dans le temps, mais également les entreprises qui présentent les critères les plus à droite ont des proportions de défaillance les plus élevées. C'est ce que nous allons voir dans les exemples qui vont être présentés par la suite. Alors effectivement, le graphique se lit de la gauche vers la droite, puisque dans la mesure où une défaillance est une situation d'insolvabilité, le premier signal correspond au retard de paiement, donc l'absence de paiement. Alors, je tiens à préciser que ces signaux sur la gauche sont à mesurer, je dirais, sont à regarder avec une égale importance aux signaux qui sont à droite, puisqu'ils peuvent constituer les premiers signes d'une chaîne de signaux qui mène à la défaillance. Ils sont complémentaires. Ouais. Tout à fait. Alors, effectivement, on va prendre quelques exemples. Les inscriptions de privilèges qui figurent à droite constituent un signal de défaillance fort. Les contentieux et plumitifs, donc, qui sont une nouvelle donnée, qui font partie des innovations de ce nouveau modèle de prédiction. Et l'on voit
effectivement, les données liées au bilan et au retard de paiement, et notamment au DBT score, sont des signaux plutôt des signaux qui peuvent faire partie des premiers signes, plutôt que je dirais que des signaux comme les contentieux ou les suivis de privilèges. Oui, où l'acte c'est acté au final. Effectivement. Oui. Alors justement, découvrons tous ces signaux, puisqu'il y a des signaux qu'on pourrait qualifier de forts, d'autres de faibles. Le premier, ce sont les actions en justice. Est-ce que tu peux nous dire, Vincent? Alors oui, les actions en justice, donc, qui correspondent à ce qu'on voyait sur le graphique précédent, aux contentieux et punitifs. Alors, cette information se situait à droite du graphique, puisqu'on voit que la proportion de défaillance est à 23% pour ces entreprises. Alors, excusez-moi, on a un souci de connexion de son. En fait, je propose par exemple que Diane, peut-être tu fermes ton micro, je ne sais pas d'où ça vient. On a un petit souci de son qui se répercute. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. J'ai vu aussi qu'une personne avait. Je ne sais pas si je suis le seul à l'entendre. Non. Je pense qu'on a le même souci. Ouais. Tu peux continuer, Vincent? Oui, très bien. Alors, effectivement, le graphique que l'on voit à l'écran correspond aux proportions de défaillance des entreprises qui ont enregistré des contentieux en position de défendeur, donc une action en justice où l'entreprise se trouve en position de défendeur. Pour cette observation, donc, il y a cette date du 31/12/2018 qui a, je dirais, qui a servi à délimiter l'observation, puisque toutes les entreprises, parmi les entreprises, on va prendre un exemple, les entreprises qui enregistrent au moins 2 contentieux en position de défendeur avant le 31/12/2018, 23% d'entre elles présentent un jugement de défaillance après le 31/12/2018. Donc cette proportion de 23%, proportion à 2 chiffres, peut être qualifiée de forte proportion. Et c'est effectivement ce qui nous a mené à plutôt la placer à droite sur le graphique. Donc, deuxième variable à analyser, les capitaux propres négatifs. Oui, alors je parlais d'innovation du score. Nous avons plutôt 2 types d'innovation en tout cas dans les sujets qui vont être présentés. Là où les actions en justice sont une nouvelle donnée, un nouveau type de donnée, les capitaux propres négatifs sont en tout cas, sont une donnée qui va faire l'objet d'une lecture plus précise. C'est-à-dire que aujourd'hui, la règle CreditSafe sur les capitaux propres négatifs peut consister à y associer systématiquement un risque très élevé. Le nouveau modèle de prédiction est capable de distinguer les situations de capitaux propres négatifs choisies des situations de capitaux propres négatifs subies, puisqu'il peut y avoir des facilitations comptables, notamment dans certaines structures de groupes de plusieurs entreprises, des facilitations comptables qui font que certaines filiales se retrouvent en situation de capitaux propres négatifs sans que cela traduise une contre-performance de la part du groupe. Donc c'est effectivement ce dont est capable ce nouveau modèle de prédiction. Ce que l'on voit à l'écran, c'est la distribution des scores des entreprises en capitaux propres négatifs, et l'on voit effectivement que une grande partie de la population se situe avec un score en rouge, malgré, je dirais, cette lecture plus précise. Donc ce qui montre qu'effectivement l'intention d'y associer systématiquement un risque très élevé est bonne, mais mérite peut-être une lecture plus précise. Tout à fait, Vincent. Je pense qu'il est vraiment, si je puis me permettre, Diane, il est vraiment intéressant ici de souligner que ce nouveau score, et là on peut parler de révolution en ces termes, est effectivement plus intelligent dans la lecture, dans l'interprétation de la variable des capitaux propres négatifs. Si certes, ça reste une donnée économique assez forte dans la prédiction de défaillance, demain, le nouveau score CreditSafe va être capable d'identifier si cette société est par exemple placé sous la protection d'un groupe qui a la possibilité de recapitaliser rapidement cette filiale en capitaux propres négatifs et donc ne pas forcément partir en défaillance aussi vite que pourrait le dire cette variable de façon brute. Donc insister sur le fait que le nouveau score CreditSafe est capable d'avoir cette lecture précise et liée au contexte du marché est un sérieux avantage et un nouvel atout pour l'outil CreditSafe. Si je puis me permettre aussi sur la variable précédente, on voit aussi que les actions en justice
sur l'analyse statistique de Vincent, arrive à des taux supérieurs à 20 à 25% de prédiction de défaillance à 12 mois. Sur base de comparaison, historiquement, on peut comparer, je fais une transition sur les privilèges, je pense, que tu vas nous présenter après, Vincent, mais sur cette base de comparaison, historiquement, on sait tous sur le marché de la prédiction de défaillance qu'un privilège URSAF est entre 20 et 25% de prédiction de défaillance en 12 mois. Donc, vous avez entre une chance sur 4, une chance sur 5 de partir en défaillance lorsque vous prenez un privilège URSAF. Et jusqu'alors, c'était un des rares signaux forts. Aujourd'hui, CreditSafe, dans son nouveau moteur de score, rajoute une variable aussi discriminante. Donc, c'est une deuxième variable discriminante dans la prédiction de défaillance. Et donc, encore une fois, on renforce de façon significative la prédictibilité de notre score. Tout à fait. Et alors, je crois que Diane est en... Ah oui, Diane, tu es en mute en fait. On pensait que... Merci Rodolphe. Vincent, je te laisse commenter la slide des suivis privilèges. Très bien, merci Diane. Alors, effectivement, comme on en a parlé, les inscriptions de privilèges donc, constituent également un signal fort, puisqu'on est encore une fois sur des proportions de défaillance à 2 chiffres. On voit une courbe ascendante qui montre que plus une entreprise enregistre d'inscriptions de privilèges, plus la proportion de défaillance est importante. Alors, sur cette information des privilèges, il y a un petit peu à la manière des capitaux propres négatifs une lecture, encore une fois, plus précise, puisque à la fois le nombre de privilèges, mais aussi le montant va être utilisé pour prédire la défaillance en fonction du chiffre d'affaires lorsque celui-ci est disponible. Alors, avec une proportion de défaillance à 2 chiffres, les privilèges constituent aujourd'hui je dirais un signal non négligeable. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui pour CreditSafe de cibler les suivis privilèges sur les entreprises les plus sujettes aux inscriptions de privilèges. Et je crois que nous avons certaines dispositions à cet égard. Tout à fait, Vincent. Il est heureux de rappeler ici que CreditSafe est l'acteur du marché qui suit le plus d'entreprises sous suivi privilège, avec un périmètre de 200 000 entreprises. Et il faut aussi rajouter, on parlait aussi d'intelligence artificielle, que la quantité c'est bien, mais on essaye de rajouter à cette quantité la qualité. Et ce pourquoi, dans notre nouveau moteur de score, on a fait intervenir une nouvelle technologie liée à l'intelligence artificielle basée sur les réseaux de neurones. Donc aujourd'hui, on a des réseaux de neurones qui sont capables de nous dire avec une fiabilité à plus de 75% si une entreprise mérite d'être sous suivi privilège et si elle a un risque avéré d'avoir un privilège dans les 12 à 15 prochains mois. Donc, grâce à cet ajout de technologie, en plus de la quantité, on cible aussi un peu mieux nos suivis privilèges. Quand on voit l'impact que cette variable a sur une prédiction de défaillance, ça a du sens de rajouter ces éléments-là dans ce nouveau moteur de score. D'où je pense qu'on peut déjà on comprend un petit peu mieux maintenant le terme de révolution dans ce nouveau score 2021. Merci Rodolphe. Oui, puis nous verrons comment suivre justement les privilèges dans les outils proposés par CreditSafe tout à l'heure. Donc, nous continuons à découvrir les différentes variables. La prochaine, les analyses des ratios financiers. Vincent ? Oui, alors 4 ratios financiers parmi ceux qui sont utilisés. Alors, ce sont les 4 ratios qui sont également utilisés dans notre indicateur d'exposition entreprise. Donc, on voit balance, endettement, liquidité et performance. Les proportions de défaillance pour chacun de ces ratios sont, je dirais, plus contenues que ce que l'on a vu sur l'exemple des actions en justice et des privilèges. Néanmoins, ce sont encore une fois des signaux qui se situaient à gauche sur le graphique qu'on a présenté sur la cartographie de la chaîne des signaux qui mènent à la défaillance. Ce sont néanmoins des signaux importants à prendre en compte, puisque on voit encore une fois des courbes ascendantes. Même si les proportions sont plus contenues, on voit qu'à mesure que la qualité du ratio se dégrade, la proportion d'entreprises en défaillance augmente. Et je me permets également une précision sur le ratio de performance qui, effectivement, lorsque la qualité est en D, va avoisiner une proportion de défaillance à 2 chiffres. Ouais. Alors, tout à fait. Oui, Rodolphe. Tout à fait, Vincent. Excuse-moi de te couper, mais tout à fait. Oui, on voit qu'on arrive sur un taux à plus de 10%, et donc une prédictibilité du ratio
significative. On peut souligner à ce sujet que le nouveau score CreditSafe est capable de mesurer justement l'évolution de ces ratios dans le temps. Et ça aussi, c'est assez nouveau. Et ça va permettre justement d'affiner, d'apporter en complément aux autres variables du moteur de score une finesse supplémentaire sur notre analyse de prédiction de défaillance. J'ouvrais une parenthèse aussi, enfin je souhaite ouvrir une parenthèse et rappeler la problématique statistique à laquelle on a affaire quand on réalise un nouveau score. À savoir que là, on parle d'un périmètre de 11 millions environ de sièges actifs en France. Et comme on l'a vu en préambule, bon, sauf hors un exceptionnel comme cette année, on a à peu près 50 000 défaillances par an en France. Donc le ratio, on essaye la difficulté ici, c'est d'essayer de prédire 0,5% de la population. Donc c'est quand même un ratio très très bas. C'est quelque chose de très très rare qu'on cherche à prédire, d'où la difficulté de la mise en place de ce genre de schéma. Et ça justifie du coup l'impact des ratios que tu viens de présenter, Vincent, entre la liquidité et la performance, parce que là on arrive facilement à des ratios qui dépassent les 2%, jusqu'à 10% pour la performance, et donc ça permet d'un peu mieux comprendre l'impact que peuvent avoir ce genre de variables dans notre nouveau score. Merci Rodolphe. Oui, effectivement. Puis petite précision, ce sont les 4 ratios d'ailleurs qui ont été repris dans le cadre de l'indicateur d'exposition qui a été développé par CreditSafe pour justement accompagner les entreprises, donner plus de visibilité et pouvoir évaluer la capacité de rebond en fait des entreprises avec lesquelles vous travaillez et leur résilience qui est associée avec l'analyse sectorielle de l'entreprise. Alors justement, continuons donc à découvrir les différentes variables. Autre variable, les retards de bilan, Vincent. Oui, tout à fait. Les retards de bilan, donc, on voit avec des proportions de défaillance qui peuvent être, je dirais, aussi parlantes que les proportions de défaillance qu'on voit sur certains ratios financiers, puisque pour les micro-entreprises, avoir un bilan en retard signifie une proportion de défaillance de 5%. Alors, un bilan en retard, c'est un bilan dont la date de clôture a passé 24 mois. Alors, on voit sur cette courbe qu'effectivement, je dirais, la proportion de défaillance lorsque l'on observe un retard de bilan diminue à mesure que la taille de l'entreprise augmente, puisqu'on voit que les petites entreprises et les moyennes et grandes entreprises ont des proportions bien moindres en comparaison aux micro-entreprises. Mais effectivement, pour ces micro-entreprises, la proportion de défaillance est de 5%. Et ces micro-entreprises représentent la majorité des entreprises avec bilan, puisque leur part dans cette population est de 78%. Alors, ce qu'on voit aussi, cette différence entre les proportions de défaillance montre tout l'intérêt de segmenter une population, puisque un même comportement, le comportement du retard de bilan, a une signification différente selon les catégories d'entreprises. Merci Vincent. Et puis, dernière variable, enfin, pour les sanctions des GCCRF, comment sont-elles prises en compte? Alors effectivement, cela fait partie encore une fois des nouvelles données que nous avons intégrées, donc les sanctions des GCCRF et les contrôles sanitaires menés sur les établissements alimentaires, donc des établissements de restauration, de production de biens alimentaires ou de distribution de biens alimentaires. Nous avons récupéré ces données sur environ 50 000 entreprises et on voit sur l'exemple en tout cas des contrôles sanitaires que, encore une fois, ces données sont en mesure d'exprimer une prédiction de la défaillance, puisque à mesure pour les contrôles sanitaires que le verdict d'un contrôle sanitaire se dégrade, la proportion de défaillance augmente. Donc effectivement, la proportion de défaillance à 6,2% correspond aux entreprises qui ont reçu un verdict norme sanitaire à corriger de manière urgente. C'est très intéressant, Vincent. Je pense qu'on peut là aussi souligner que ces données vont en complément. Elles s'appliquent souvent sur des entreprises qui n'ont pas forcément aussi le réflexe de publier des bilans ou qui se montrent un petit peu rares en termes d'indications qu'elles peuvent laisser sur le marché. Et c'est là aussi encore l'enjeu de ce nouveau score, c'est de capter toutes ces données-là complémentaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait dommage de passer à côté ces sanctions des GCRF quand on voit des taux qui montent à plus de 6%.
qui reste donc très significatif dans cette prédiction de défaillance. Donc là encore, un nouvel atout à notre nouveau score 2021 à souligner. Merci Rodolphe. Donc, en synthèse, nous retenons que le nouveau score, effectivement, précise des variables qui étaient déjà existantes, a ajouté de nouvelles variables. En résumé, on a vu les actions en justice, les capitaux propres négatifs, le suivi privilège, l'analyse des 4 ratios financiers, le retard de bilan et les sanctions des GCCRF. Tout ça, c'est le score CreditSafe qui, du coup, aujourd'hui, on voit bien que nous avons d'autres indications qui peuvent venir compléter l'analyse des entreprises et qui viennent renforcer en fait le score également CreditSafe. Tout à fait, Diane. Effectivement, le score CreditSafe, on vous avait présenté 4-5 variables en tête de gondole, on va dire, qui viennent renforcer, qui viennent contribuer à la révolution du score CreditSafe. Bien évidemment, on ne vous révèle pas toute la substantifique moelle de notre score, de notre recette du score, qui reste secrète chez CreditSafe. Mais bien évidemment, ces variables se projettent avec d'autres variables, hein, comme l'activité, par exemple, qui nous a permis justement de développer cet indicateur d'exposition je pense que vous connaissez en tant que client CreditSafe. Cet indicateur d'exposition qui vient compléter cette vision du score de prédiction de défaillance et qui vient vous accompagner dans cette situation exceptionnelle et économique que l'on vit actuellement. Comme on vous l'a dit, d'un point de vue statistique, on ne peut pas s'appuyer sur une période exceptionnelle, sinon dès qu'on en sort, notre score statistique ne devra plus rien dire. Mais il est important pour un acteur majeur comme CreditSafe d'élaborer ce genre d'indicateur, ce genre d'aide pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve votre partenaire. Donc l'indicateur, je pense que vous le connaissez, il se compose de 2 sous-indicateurs, un lié à l'activité, notamment en lien avec les définitions INSEE sur le sujet, l'activité exposée oui ou non à ce qu'on est en train de traverser actuellement, et un second indicateur qui est plus basé sur les données financières les plus récentes que nous avons à disposition et qui permettent du coup de donner un avis sur la capacité qu'a l'entreprise à passer la crise actuelle. Autre indicateur qui vient compléter notre score de solvabilité, c'est l'indicateur historique de la limite de crédit, limite à partir de laquelle on conseille, alors c'est une limite discrétionnaire bien évidemment, mais c'est un indicateur à partir duquel on conseille à nos clients de faire attention, ou du moins, on pense qu'à partir de ce montant, nos clients prennent un potentiel risque de ne pas revoir l'argent revenir. Et quand on sait qu'aujourd'hui, une défaillance sur 3 reste encore liée à un problème de trésorerie, c'est un indicateur qui a été renforcé dans ce nouveau score et qui reste bien évidemment à votre disposition pour une meilleure lecture. Enfin, il y a toujours ce score de paiement, le DBT score, le Day Beyond Terms, hein, pour ceux qui veulent en classification, qui se poseraient encore la question. Nous sommes une entreprise anglo-saxonne qui représente donc le nombre de jours à partir duquel l'entreprise est en général susceptible de payer, un indicateur en amont de la chaîne de valeur de prédiction de défaillance, comme vous l'a présenté Vincent, qui reste un indicateur très pertinent et complémentaire, encore une fois, ce score de prédiction de défaillance. Je tiens à rappeler ici que CreditSafe dispose de plus d'1 200 000 de scores de paiement en base et à votre disposition pour justement, encore une fois, affiner cette lecture de la situation financière de vos partenaires et de vous aider à mieux prendre les décisions toujours et encore avec CreditSafe. Merci Rodolphe. Alors justement, comme je l'ai annoncé en début de la séance, nous allons voir maintenant quels sont les outils pour vous accompagner dans ce changement. CreditSafe a mis en place 2 matrices d'ailleurs, très utiles. Rodolphe, peux-tu nous commenter cette matrice, justement, qui permet de passer de l'ancien score au nouveau score? Avec plaisir, Diane, avec plaisir. Si tu peux juste te mettre en mute. Pardon. Merci.
Alors effectivement, quand on conduit, quand on a l'honneur et la chance de conduire un projet comme la refonte des scores Credit Safe, on se doit d'accompagner le changement, donc d'accompagner nos clients dans les potentiels impacts qu'ils auraient à suivre cette migration de score qui est prévue à horizon fin janvier, début février. On reviendra vers vous pour des dates forcément plus précises, mais en tout cas au premier trimestre, donc demain, pour parler clairement. Et donc pour vous accompagner sur ce changement, sur ce nouveau score, sur simple demande à votre conseiller commercial ou sur un simple appel au service support de Credit Safe, nous serons en mesure de vous remettre un rapport donc avec des graphiques dedans, notamment le graphique que vous pouvez voir en haut de votre écran qui est la carte de chaleur, le heat map, qui va vous permettre de voir en un coup d'œil les impacts, s'il y a des impacts majeurs ou non sur par exemple vos portefeuilles de surveillance. Donc pour ceux qui ne sont pas rompus à la carte de chaleur, je l'explique brièvement ici. Sur l'axe vertical, dans l'axe des abscisses, vous avez les anciens scores internationaux qui vont de A à E, A étant la meilleure note, E étant la pire note et les sociétés qui ont le plus de chances, qui sont même déjà en majeure partie parties en défaillance. Et sur l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, vous avez le futur score. Du coup, la carte de chaleur va vraiment mettre en relief là où vous avez le plus, où la population s'exprime le plus. Donc là, dans l'exemple, c'est, vous voyez, on reste dans le A et le B. Et donc voilà, ça va vous permettre en un coup d'œil, de façon efficace, d'analyser un petit peu vos impacts. Alors, pour ceux qui n'aimeraient pas le heatmap ou qui auraient des problèmes avec les couleurs, on va agrémenter aussi les 3 indicateurs situés en dessous qui vont vous dire, encore une fois, en un coup d'œil, ce qui va rester dans les mêmes tranches, ce qui va partir en diminution ou ce qui va plutôt partir en augmentation. Alors, encore une fois, on vous parle de révolution du score Credit Safe. C'est ce qu'on a essayé de vous démontrer pendant ce webinaire, parce qu'il y a vraiment des nouveaux ingrédients qui en font une révolution. Par contre, dans le score en lui-même, on va plus parler d'évolution, parce qu'effectivement, notre score passé était déjà très prédictif. Et donc, vous n'aurez pas un changement. Toutes vos sociétés qui étaient dans le A vont pas aller forcément dans le B, et vice-versa. Donc, c'est vraiment un changement qui doit être en nuance. Mais dans tous les cas, nous... comme on vous l'a dit, sur simple demande à votre conseiller commercial, à votre conseiller client, on sera capable de vous remettre ce rapport si vous en ressentez le besoin et d'analyser avec vous les changements potentiels et futurs de vos portefeuilles de surveillance. Merci Rodolphe. Autre outil à disposition, également la matrice d'analyse du risque. Donc, encore une fois, on analyse les portefeuilles ou les bases de données qui permettent de mettre en évidence jusqu'à 20 profils de risque. On vient classer comme ça et analyser les portefeuilles. Et notamment, suite à cette analyse, vous allez pouvoir savoir combien d'entreprises sont sous suivi, privilèges notamment. Faut-il en rajouter? Faut-il analyser plus précisément certaines de vos entreprises qui se trouveraient sur des risques plus exposés? Voilà, donc 2 outils indispensables pour aborder sereinement cette transition et également surtout l'année 2021. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour de cette conférence. Peut-être Vincent ou Rodolphe, Damien surtout, un mot en synthèse, un petit mot. Oui, bon, je crois que l'essentiel a été dit. Encore une fois, on vous invite à communiquer, à nous demander si vous souhaitez, pour des raisons de communication interne aussi auprès de vos différentes équipes, que ce soit en credit management ou commercial Il ne faut pas hésiter à nous demander de faire ce mapping de vos changements de score. Ce dernier élément qu'on vous montre, qu'on a déjà montré concernant la matrice d'exposition par rapport à la crise, on match à la fois le score de prédiction de défaillance et la matrice d'exposition. C'est un outil qui nous a été déjà considérablement demandé. Je pense qu'on a livré plus de 600 ou 700 fichiers à nos clients, donc c'est vraiment un super outil de travail. Et puis malheureusement, on va encore l'utiliser un moment. Donc en plus, c'est offert, donc n'hésitez pas. C'est franchement à utiliser cet outil de travail. Voilà, donc on a intégré encore une fois des nouvelles données, des nouvelles technos pour pouvoir travailler sur une carte encore optimisée de prédiction de défaillance.
voilà, donc c'est l'avenir en fait pour nous, c'est déjà d'une part ces nouveaux scores. On va être amené à changer aussi notre site web. Hein, donc l'année prochaine, ça va être aussi un grand changement qui a déjà eu lieu dans d'autres pays, donc qui est sympa, c'est une plateforme. Donc on sera amené à communiquer là-dessus aussi. Donc voilà, c'est une année qui augure pas mal de changements assez sympas. Voilà, on voulait vous faire part de ces éléments-là en avant-première. Là, c'est pas le tout premier webinaire, on est, je crois, au 4e ou 5e webinaire pour celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à vous adresser soit à nous, soit à vos conseillers commerciaux ou au service support, le Customer Success, qui est là et je crois qu'il reçoit pas mal de félicitations, j'ai vu en ce moment sur Google, par rapport à leur travail. Donc, c'est des gens très impliqués. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter pour, si vous avez des questions complémentaires sur le score ou sur d'autres éléments. Merci en tout cas, et merci à vous tous, et merci Diane, Vincent et Rodolphe pour ce webinaire. Merci Damien. Merci Damien, merci à tous. Et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.